Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce webinaire qui va durer 1 heure, donc qui s'appelle bien sûr 1 heure pour mieux comprendre, dans le cadre d'Habiter Bois, qui est un événement national qui a commencé le 11 octobre et qui finira ce dimanche, donc le 20, et qui est en partenariat également avec le ministère de la Culture dans le cadre des Journées nationales de l'architecture. Et à ce titre, on a souhaité en fait mettre en avant donc le bois comme le thème de cet événement pour qui a 8 ans cette année, qui est dans 8 régions de la métropole française. Et à travers ce webinaire, on voulait vous parler du bois, du matériau idéal pour agrandir votre maison. Et c'est Aurélien Quiclet, qui est prescripteur bois construction, qui va vous expliquer plein d'informations, vous en distribuer, vous en apporter. Et surtout, vous n'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions directement via le chat. Moi, je m'occuperai de ça, j'animerai la réunion. Et puis à la fin, nous aurons, comme il est écrit dans le programme, nous vous présenterons le coup de cœur du prix régional de la construction bois Auvergne-Rhône-Alpes 2024. Voilà, nous aurons également pour vous présenter ce webinaire, donc l'agence Snack Architecture avec Cécile Bonnefoy, qui est architecte et qui vous présentera un projet spécifique où le bois a été utilisé. Donc, Aurélien, je te laisse la parole. Eh bien, merci Julien pour cette introduction. Je vais vous présenter donc une présentation ce soir sur le bois et en quoi ce matériau est idéal pour agrandir votre maison. Donc voilà, je vais commencer la présentation si ça veut bien marcher. Très bien. Alors du coup, déjà une petite introduction sur Fibois, donc Fibois Aura et Fibois France. Donc les Fibois sont répartis en régions. Donc il y a 12 Fibois régionales. Donc nous, on fait partie de Fibois Aura, donc la Fibois installée en Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, nous, on est donc responsable de faire la promotion du bois sur la région. Donc à la fois en amont, donc toute la filière amont, que ce soit les ETF, donc les entreprises de travaux forestiers, jusqu'à l'aval. Et donc, nous, on est sur la partie construction avec Zachary et Jean-Pierre Matet. Donc, la particularité de la Fibois Aura, c'est qu'on a aussi des Fibois au niveau départemental. Donc, du coup, on a aussi 5 fibres départementales, donc aussi bien Fibo 69, Fibo 42, Fibo 01, le PEB, donc au niveau de Savoie ou Savoie, et on a aussi Fibo Isère et Fibo Dromardèche. Donc du coup, comment on s'articule chez Fibora? Donc on est une équipe d'une quinzaine de personnes et on a à la fois donc mes confrères et moi, donc la construction bois, donc avec Zachary et Jean-Pierre, comme je vous le disais tout à l'heure. On a le pôle communication avec Julien Leroy, justement, les métiers, les formations initiales, l'amont forestier, la seconde et première transformation et le bois énergie avec Elsa et Nicolas. Donc, c'est une équipe dynamique et on est là pour répondre à vos sollicitations. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, on est là pour ça. Alors, comment va s'organiser la journée, le webinaire d'aujourd'hui? Donc, il s'agit d'un webinaire qui va s'articuler en 3 temps. Donc, moi, je vais intervenir en premier temps sur la partie tour d'horizon des solutions bois d'agrandissement et leurs avantages. Donc, je vais faire un peu un, un tour d'horizon sur quelles sont les solutions bois pour vos agrandissements. Ensuite, on aura Cécile Bonnefoy qui nous vient de Grenoble et plus précisément du cabinet d'architecture SNAC, qui va nous faire une présentation d'un projet dont ils avaient la charge donc, à Grenoble avec une rénovation et une surélévation d'une maison en plein centre de l'agglomération Grenoble. Et enfin, on aura la révélation du prix coup de cœur avec Julien Leroy et bien entendu le fameux tirage au sort de notre heureux gagnant. Donc voilà le programme.
je vais commencer ma présentation donc, par une rapide introduction sur la forêt française, car c'est quand même notre cœur de métier. Donc, il faut savoir qu'en France, la forêt est en pleine croissance par rapport à des décennies avant. Donc, en 1908, on avait très peu de forêt et au fur et à mesure des décennies, elle a grandi. Et désormais, on a 17,5 millions d'hectares de forêt en France. Donc là, on voit un graphique de l'évolution de la forêt et on constate qu'il y a quand même plus de 50% de croissance du volume de bois sur pied dans les forêts françaises depuis les 30 dernières années. Donc c'est une forêt qui va bien, mais qui fait face à des dangers grandissants et croissants, notamment dus au dérèglement climatique, notamment avec le scolyte, qui est un parasite qui vient notamment dévaster les épicéas. C'est un ravageur qui fait particulièrement de dégâts sur les épicéas, notamment depuis l'est de la France, et qui est en train de descendre dans nos forêts, notamment au niveau de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, donc dans les forêts de l'Ain et de la Haute-Savoie. Donc là, il y a un épicéa sur trois qui a dépéri entre 2018 et 2012. C'est énorme. Petit aperçu sur les chiffres clés de la construction bois. Alors, c'est un secteur qui se porte bien car la construction bois gagne des marchés. On est désormais à 6% du marché de logement. Donc, on grignote année après année euh, des parts de marché. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour la filière. Concernant les extensions, les surélévations, là, pareil, les chiffres sont en hausse avec de très bons chiffres, notamment sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec plus 12% de croissance. Et pour vous donner un chiffre, en fait, il y a à peu près 28% des extensions qui se font avec le matériau bois. Donc, c'est un très bon chiffre pour le- les extensions et les surélévations, pardon. Pour les emplois, donc construire en bois, c'est aussi soutenir les emplois locaux, car en fait, on considère souvent qu'un emploi lié au bois, c'est un emploi non délocalisable. Et du coup, cette, euh, cet aspect-là du bois nous permet de nous dire aussi que construire en bois, c'est soutenir aussi les emplois locaux et situés bien souvent en zone rurale. Donc en France, la filière forêt-bois représente 440 000 emplois, c'est énorme, dont 37% pour la construction bois. Je vais revenir très rapidement sur le slide précédent. Là, il s'agit des chiffres à la fois en France, donc 1981 entreprises de construction bois en France, dont 400 en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est quand même un chiffre important, ça représente quand même 20% des entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes. Concernant la suite de ma présentation, je vais vous présenter maintenant les atouts de la construction bois, car ils sont nombreux. Alors déjà, le premier atout, pour faire une surélévation ou une extension, on aime bien avoir un matériau léger. Et il s'avère que le bois est un matériau très léger. Il est 5 fois moins lourd que le béton. Donc ça en fait un matériau de choix pour ce type d'agrandissement. Le projet de surélévation en bois a donc toute sa place. Pour vous donner un ordre d'idée, pour supporter 20 tonnes de matériaux, il suffit d'avoir que 60 kilos de bois contre 80 kilos d'acier ou 300 kilos de béton. Là, on ressent toute l'importance du bois dans les chantiers d'agrandissement. Second atout, eh bien, c'est un matériau très isolant thermiquement. Il est 5 fois plus isolant que la brique et 15 fois plus que le béton. Donc, à performance thermique équivalente, on se rend compte que finalement, 29 cm de paroi équivaut à 42 cm de paroi de mur maçonné, donc 29 cm d'ossature bois, et donc très performant, d'où l'utilité de choisir ce type de matériau pour avoir un gain énergétique significatif. Donc,
un gain énergétique, mais aussi un gain sur la surface habitable, car qui dit donc moins d'épaisseur, dit aussi gain de surface pour le logement. Donc, tu as aussi un intérêt par rapport à du béton. Le bois n'est pas forcément bien vu au niveau des pompiers. Et bah, sachez que le bois est très résistant au feu. En fait, c'est un mythe urbain de croire que le bois n'est pas résistant au feu. La preuve en est avec cette construction bois. Donc, il s'agit d'une caserne de pompiers construite en bois. Donc, le bois ne se consume pas rapidement, il se consume très lentement et n'explose pas. Donc, il y a un intérêt aussi par rapport à cela. Autre atout, et bien évidemment, c'est par rapport au dérèglement climatique dont on parlait tout à l'heure. Et ben, sachez que le bois, en fait, il capte le CO2 et du coup, ça en fait un argument de choix dans ce contexte de dérèglement climatique. On considère souvent que 1 mètre cube de bois, et ben, ça capte 1 tonne de CO2. Donc, ça a des conséquences très positives sur l'environnement. Et ainsi, une maison de bois avec 100 mètres cubes non, une maison de 100 mètres carrés de bois capte entre 15 et 18 tonnes de CO2. Donc, ce sont des chiffres très intéressants. Les atouts du bois, donc, il y a un aspect très intéressant, notamment pour l'aérobarbare dont on va aborder le sujet tout à l'heure. Il s'agit de l'énergie grise. En fait, le bois dégage moins de CO2 par rapport notamment à son cycle de vie, pardon. Il n'a pas besoin d'être fondu comme l'acier ou d'être chauffé à haute température pour le ciment du béton. Et de plus, il est disponible localement, donc ça en fait un matériau avec une très faible empreinte carbone. Enfin, l'atout du bois aussi, c'est sa recyclabilité, pardon, je n'arrive plus à le prononcer. Donc, c'est un matériau recyclable, donc très intéressant aussi pour sa fin de vie. Et enfin, voici un petit aperçu de la diversité des produits et des matériaux à base de bois. Donc, ils sont multiples, ça va aussi bien du bois massif que du lami-bois, du panneau d'OSB. On en trouve aussi sur des panneaux isolants, le parquet, le lambris. Bref, il y a toute une panoplie de produits bois qui sont intéressants pour les projets de construction. Les différentes solutions pour agrandir sa maison, alors, ça devient le chapitre intéressant. Donc là, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Donc, il s'agit de balayer les 3 types constructifs possibles en bois. Donc, on a déjà la première solution, l'ossature bois. Donc, il s'agit d'une structure faite de montants bois, espacés entre 40 et 60 cm généralement, dans lequel vient s'insérer de l'isolant entre les montants. Et du coup, c'est une solution très usuelle et la plus couramment utilisée dans la construction bois, car elle permet notamment une grande souplesse et une préfabrication en atelier. Donc voilà un petit aperçu d'un mur ossature bois. La seconde solution, ce sont les structures poteau-poutre. Donc là, c'est un système constructif très intéressant pour les constructions de grande hauteur avec des grands agencements. Donc là, ça sera plutôt des R+2, R+3, R+4, des bâtiments avec plusieurs étages. Donc voilà un petit aperçu du système poteau-poutre. Et enfin, le troisième, il s'agit du panneau massif, donc appelé communément le panneau CLT. Donc là, il s'agit de créer des grands ensembles à partir de panneaux. Et donc, c'est une technique un peu moins répandue, mais qui peut trouver tout à fait sa place dans les projets de surélévation notamment. Enfin, les finitions extérieures que permettent ces différentes solutions, elles sont multiples. Cela va aussi bien du bardage bois que du métal, matériel composite, enduit, terre cuite, ardoise. Bref, il y a toute une panoplie de finitions extérieures qui sont compatibles avec ces constructions bois.
À vous de faire le choix. Construire en bois, ça implique aussi des chantiers qui sont simplifiés, notamment sur le concept de préfabrication. Avoir une préfabrication, c'est aussi s'enlever pas mal d'épines du pied lors de la mise en œuvre, car la qualité est bien meilleure, la rapidité d'exécution aussi. Ça permet aussi d'avoir des chantiers propres, car toute la propreté vient du fait qu'on pose directement les murs sans passer par une filière humide, car la filière humide de type chantier béton euh, sont, euh, sont très sales au niveau de l'eau et notamment des toupies béton. Ensuite, on a aussi très peu de nuisances par rapport au chantier, donc ça a tout à fait sa place dans les milieux urbains. Voilà, c'est très valorisant sur les chantiers. Et enfin, c'est un système rapide à poser. Vu que c'est préfabriqué en atelier, il suffit d'acheminer les éléments directement sur site. Et ensuite, avec un système de levage, on emboîte ça comme du Lego. Donc, c'est très intéressant en termes de rapidité d'exécution. Donc, qui dit rapidité d'exécution dit maîtrise des délais et aussi maîtrise des coûts. La fabrication permet aussi de mieux maîtriser les coûts car il y a moins de surprises. Dernier chapitre sur lequel je vais vous exposer la faisabilité d'un projet. Alors, la faisabilité d'un projet, c'est une adéquation entre trois principes, le site, la réglementation et le budget. Donc, le site est très important. C'est ce critère qui va déterminer la suite du projet. Donc, pour examiner le site, on étudie aussi bien le terrain que les fondations sur lesquelles va s'installer notre agrandissement. Donc, il faut déjà s'assurer que le terrain est compatible avec votre projet. Donc, qui dit compatibilité dit préparation du site par rapport au déblaiement, et aussi par rapport à la facilité d'accès. Si on préfabrique des murs, il faudra pouvoir les acheminer directement sur site. Donc, avoir une facilité d'accès permet aussi de faciliter les transports. Au niveau des fondations, donc là, pareil, il faut s'assurer que les fondations soient suffisamment résistantes, d'où des tests par rapport à la fondation et aussi une étude de sol dans le cas d'une zone argileuse. Le deuxième principe, donc, il s'agit de la réglementation. La réglementation à différents niveaux. Donc déjà, le premier niveau, il s'agit du PLU, du plan local d'urbanisme, qui est généralement disponible à la mairie. Donc il s'agit de s'informer par rapport au PLU sur la hauteur maximale autorisée au niveau de la commune dans lequel vont s'installer vos travaux, et aussi des contraintes par rapport au choix de matériaux. Car il peut exister aussi des contraintes par rapport à chaque commune. Le règlement de copropriété et de lotissement. Dans le cas d'un projet en copropriété, il s'agit aussi de s'assurer que le syndicat de copropriété a validé et voté à la majorité absolue votre projet, d'où une phase de négociation avec eux, et aussi s'assurer par rapport aux servitudes du voisinage s'il n'y a pas de contraintes. L'acte notarié, dans un cas particulier, peut aussi imposer des limites pour effectuer des travaux. D'où la nécessité aussi de l'étudier avec soin. Et enfin, le recours à un architecte est parfois obligatoire et l'est obligatoirement dans le cas d'un projet avec une surface de plancher supérieure à 150 mètres carrés après travaux. Et un autre cas particulier, c'est dans les zones protégées, généralement donc à proximité de monuments historiques. Donc là, votre projet peut être soumis à l'ABF, donc l'architecte des bâtiments de France. Le dépôt d'un permis de construire. Alors, il est obligatoire dans trois cas. Le premier cas, c'est quand la surface de plancher est supérieure à 150 mètres carrés après travaux. Donc là, permis de construire obligatoire. Le second cas, c'est dans une zone urbaine soumise à un PLU. Donc là, si la surface de plancher est supérieure à 40 mètres carrés, on a donc obligation de déposer un permis de construire. Et ensuite, le troisième cas, c'est dans la zone non soumise à un PLU avec un agrandissement supérieur à
à 20 mètres carrés. Donc là aussi, un permis de construire est obligatoire. Dans tous les autres cas, une déclaration préalable de travaux suffit amplement. Et enfin, par rapport au permis de construire, on peut aussi avoir des questions sur le fait d'être refusé. Et ben, sachez-le, il n'y a aucun cas dans lequel l'utilisation du bois peut poser problème en structure. Par contre, il peut avoir des problèmes quand il est situé en revêtement de façade. Donc, du coup, il s'agit de choisir le bon revêtement pour que le permis de construire ne soit pas refusé. Euh, qui dit construction neuve et extension et surélévation dit aussi conformité à la réglementation RE 2020, donc la réglementation énergétique 2020. Donc, elle s'applique dans 3 cas, mais ce à différents degrés. Pour les surfaces de plancher inférieures à 50 mètres carrés, une application est allégée. Entre 50 et 80, là pareil, une application est allégée, mais avec un peu plus de contraintes. Et enfin, pour une surface de plancher supérieure à 80 mètres carrés, une application complète de la RE 2020 doit être appliquée. Alors, pour vous redonner les principaux indicateurs de la RE 2020, donc entre 50 et 80, il faut respecter le BBO, le DH et l'IC Construction. Donc, je vous ai remis à gauche les indicateurs. Donc, le BBO, il s'agit de l'efficacité énergétique du bâti. Le DH, il s'agit de confort d'été. Et l'IC Construction, c'est les émissions liées au chantier. Donc, voilà pour la RE 2020. Et pour le budget, il s'agit d'estimer les coûts par rapport à notre projet. Donc, généralement, on estime que cela coûte entre 1 200 et 1 800 euros du mètre carré. Et cela varie en fonction de la surface du système constructif qu'on a vu tout à l'heure. Donc, parmi les 3 systèmes constructifs, on a des systèmes plus ou moins chers. Alors, l'ossature bois reste la moins chère, car elle reste la plus courante. Et enfin, comme on a vu tout à l'heure, donc l'accessibilité de la maison, ça peut aussi poser problème pour la livraison. Donc, plus on a une propriété accessible, plus ça sera moins cher pour le budget. Et enfin, il faut aussi tenir compte des finitions et de l'aménagement intérieur de votre projet pour déterminer plus précisément le coût d'un agrandissement. Quelques ressources rapides. Donc, un site internet Objectif construction, donc là, pareil, vous allez retrouver toutes les ressources et les outils liés à votre projet de construction en bois. Je vous ai mis aussi des références par rapport aux essences. Donc là, c'est intéressant lorsqu'on ne connaît pas les essences aussi bien de feuilles que de résineux. Pareil, le jumeau de la construction, bah, c'est Objectif Réhabilitation. Donc là, pareil, des retours d'expérience disponibles sur des sujets de réhabilitation et plein de docs techniques aussi. Et enfin, le guide de la réhabilitation de maisons individuelles, édité par le Codifab et le FCBA, donc, qui permet aussi d'avoir de la documentation liée à votre projet. Et donc, on va passer donc, à la présentation d'une rénovation et d'une surélévation par Snack Architecture en la présence donc de Corinne. Eh ben, écoute, je te laisse la main. Est-ce que tu peux... C'est Cécile. Ah, Cécile, pas Corinne, Cécile. Cécile. Cécile Bonnefoy, Et exactement. Cécile. Est-ce que. Hop. Cécile, est-ce que vous nous entendez? Hop, 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 car je ne vous vois pas connecté. Ça me fait un petit peu peur. Alors, on va dire qu'il y a des aléas. Je reviens. Je vois par téléphone.
Est-ce que Oui, tu as réussi à la vous joindre? avez levé la main, donc je pense que c'est bon. Vous pouvez Ah, activer la caméra ok. et activer votre micro. Si tout se passe bien. Tac, tac. Alors, Julien Leroy, donc mon collègue, est en train de téléphone avec Cécile Bonnefoy pour justement se connecter et faire sa présentation de son projet à Grenoble. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal que vous n'entendez point Julien. Ça ne serait tardé. Merci de patienter et encore désolé pour ce petit couac. Oui, Ah, très bien. vous m'entendez? On t'entend très bien, Cécile. Bon, désolée du coup. Je peux pas mettre la caméra, mais on s'en fiche. C'est la technique, voilà. À vous, on vous laisse continuer. Merci. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, voilà, effectivement, dans la conversation ou des choses comme ça. Alors, la présentation, on vous fera pas le PDF. Par contre, il y aura une vidéo qui sera disponible et on vous renverra le lien pour cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas si vous avez plein de questions à les poser dans la conversation. Dès que vous avez une idée ou quelque chose, voilà, c'est tout bon. C'est bon, vous voyez ma page? C'est tout bon, c'est super, à vous. Bon, désolée pour le petit couac. Alors, bonjour. Merci de m'avoir proposé d'intervenir et de vous présenter ce projet de surélévation d'une maison individuelle, donc à Grenoble. Le projet date de 2021 pour la première visite et il y a eu 7 mois d'études et 10 mois de chantier. Donc ça a été assez rapide et il a été livré en 2022, fin 2022. Je vous présente rapidement notre agence. Donc on est 3 architectes, moi-même, Pierre et Antoine, diplômés de l'École nationale d'architecture de Grenoble. Et on travaille essentiellement sur les réhabilitations et les extensions. Donc on intervient beaucoup sur l'existant. Et par contre, sur tout type de projet, du commerce, du particulier et des offices de tourisme aussi, donc un peu de public, du privé, ça, voilà. Tout dépend de qui vient nous chercher. Ce qu'on privilégie, c'est vraiment les usages et la sobriété de nos interventions, l'emploi de matériaux sains, et on essaye, dès qu'on peut, de proposer à nos clients des constructions en bois. Parce que, comme tu l'as rappelé et présenté très justement tout à l'heure, ça permet plein de choses fantastiques,
Et c'est vrai que c'est un matériau qui est léger, facile à mettre en œuvre, enfin facile, qui est léger à mettre en œuvre, qui est propre. Et sur un chantier, c'est quand même assez agréable d'avoir un chantier propre du début jusqu'à la fin. Notre travail, il a été récompensé à 2 reprises par le prix départemental de la construction bois, donc pour la maison sous serre en 2017, et en 2024, là, cette année, pour la surélévation LXC à Grenoble, que je vais du coup vous présenter. Donc c'est un projet qui est situé proche du centre-ville de Grenoble, dans l'agglomération, dans le quartier Beria, qui est assez dense, mais qui a la particularité d'accueillir pas mal de jardins aussi. Il y a des maisons individuelles, c'est assez varié comme habitat. Et donc là, si on se rapproche doucement du plan masse, on voit que la maison sur laquelle on est intervenu a un très grand jardin à l'arrière, ce qui a fait craquer les propriétaires quand ils l'ont acheté. Donc ils achètent cette maison en 2021, mais elle est assez sombre. Je vais vous montrer des photos, pardon. Voilà. Donc c'est une maison sur 2 niveaux initialement, côté rue. On voit des photos côté rue, des photos côté jardin. Elle est assez sombre, mal isolée, c'est pas la peine de le dire. Elle date probablement de la fin du 19e siècle et elle est assez humide. Tous les bas de murs sont mal ventilés, etc. Elle a été modifiée au fil de l'eau par les différents propriétaires. Donc c'est vrai qu'à l'intérieur, je ne vous ai pas mis de photos, mais c'était un peu le bazar. Et la première volonté des clients, c'est de réhabiliter et de rénover énergétiquement cette maison. Donc d'en faire un espace qui soit confortable à habiter. Et c'est seulement dans un deuxième temps que vient l'idée de l'extension. Je reviens sur le plan des risques inondations. Donc, dans chaque commune et dans chaque département, il y a des plans de risques naturels. Et ici, donc, c'est à l'extrême droite du plan, la localisation de la maison. On est assez proche du Drac et du coup, on est dans une zone avec de forts risques d'inondation qui nous interdit du coup de faire une extension à même le sol. Donc on n'a pas le droit de construire plus une emprise supplémentaire sur le terrain. Donc les clients souhaitent agrandir la maison, mais la seule possibilité qu'on a, c'est finalement de la surélever pour ne pas prendre d'emprise supplémentaire. En phase esquisse, donc on commence à parler de cette idée de surélévation. Nous, on leur propose tout de suite de créer un volume sobre avec ce volume qui reprend en fait le volume des maisons environnantes, une pente à une toiture à 2 pans symétriques, un faîtage dans le même sens que l'existant et que les voisins, parallèle à la rue, une création d'ouverture plutôt côté jardin, et après on retravaillait un petit peu les ouvertures des 2 autres niveaux, mais assez peu. Ça, c'était vraiment une première esquisse pour voir combien de mètres carrés on pouvait gagner et comment on allait s'implanter sur la maison existante. Ce qui était important aussi, c'est de retravailler cet existant, mais financièrement parlant, il n'était pas question de tout reprendre parce que c'était hors budget. Donc on vient faire des petites interventions, notamment l'ouverture au sud, au centre. On va voir qu'elle a pas mal évolué au fur et à mesure du projet.
Et ensuite, voilà, on simule un peu aussi les protections solaires. Et on peut voir que les ouvertures conservées sur la façade nord, la côté rue, sont un petit peu toutes désorganisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas bien alignées comme on aime, mais on l'assume. Et finalement, dans cette version-là, on ne venait pas créer d'autres ouvertures au nord, on venait vraiment s'ouvrir qu'au sud. Le même volume, finalement, en consultation, au moment de consulter les entreprises, montre qu'on a ouvert plus largement sur le jardin et surtout, du coup, sur la maison existante, les 2 niveaux. On crée une véritable ouverture XXL pour profiter du jardin et des vues, mais aussi du soleil. Donc, on recrée un encadrement béton qui reprend l'esthétique des autres fenêtres. On va le voir sur les photos plus tard. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais du coup, la rénovation thermique, elle nécessitait d'intervenir très fortement sur l'isolation du toit. La couverture était vieillissante, c'était des vieilles tuiles en écaille. Et il était clair que à l'horizon de 5 ans, il allait falloir changer la couverture. Donc l'idée de la surélévation, elle était aussi assez cohérente dans le sens où, quitte à changer la couverture, autant en profiter pour la surélever. Donc le nouveau volume qu'on propose, il est sobre, il est tout simple, il est dans le prolongement du bâtiment existant. Mais par contre, on voulait contraster. C'est-à-dire que le bâtiment existant, on est sur un enduit simple. Et là, donc, on propose une ossature bois avec un bardage en mélèze à faux clairvoie. Quelques détails sur ce bardage, je reviendrai peut-être dessus sur les photos, ça sera plus parlant. Je vous montre ici une coupe et une façade donc, de cette extension. Je voulais appuyer sur un point sur les surélévations. Donc, il y a besoin obligatoirement d'un diagnostic structurel pour bien s'assurer que le poids que va représenter la surélévation est conforme et cohérent avec la structure existante de la maison existante. Donc, dans notre cas, on a fait appel au bureau d'études Soraitech qui a calculé en fait le ferraillage pour venir reprendre la rase, donc c'est la partie haute des murs, sur lequel vient reposer la surélévation, les murs ossature bois. Même si c'est un matériau léger, il y a quand même 70 mètres carrés qui vont reposer sur ces arases, qui n'étaient pas faites initialement pour ça. Donc, il faut quand même s'en assurer avant de commencer les travaux. Je vous présente maintenant quelques photos de chantier. Donc là, on est le 4 avril 2022. On a purgé l'intérieur, on a tout vidé, etc. Il y a des travaux qui ont déjà un petit peu commencé. Il y a une installation de chantier. Donc là, dans le cas, Aurélien, tu parlais tout à l'heure du site, et c'est vrai que le site, c'est assez important. On est dans le cas d'une rue qui est à sens unique, avec une voie vélo à contresens. Et on a dû faire une demande de voirie pour dévier la circulation vélo et la circulation automobile, pour créer une zone de chantier, puisque le jardin a l'air très grand, mais on ne pouvait pas ravager le jardin en allant stationner 3 véhicules tous les jours, 3 véhicules de chantier. Donc, on a créé cette petite zone de chantier. Là, on a encore la maison dans son état initial. Le 20 avril, le charpentier dépose la toiture, la couverture et la charpente. Et là, on voit qu'on a une intervention du maçon sur la rase. Donc, c'est ce dont je vous parlais. Que le maçon tire
une cordelette bien tendue pour fixer ses banches et couler son béton. Cécile, nous avons une Oui. question. Oui. Aucune intervention sur les fondations n'a été nécessaire pour reprendre le poids supplémentaire de cette surélévation. C'est une question. Non, effectivement. Alors la maison, elle ne présentait pas de fissures particulières ou le bureau d'études n'a pas demandé à reprendre les fondations de la maison. Non. Les fondations de la surélévation, en fait, ils ont considéré que c'était vraiment la rase haute là qui venait reprendre le poids de la surélévation. Et du coup, les fondations de la maison initiale étaient suffisantes pour pouvoir supporter la maison de base et la surélévation, c'est ça? A priori, oui. Après, ce genre de maison, les fondations sont... Enfin, c'est compliqué d'avoir accès à ce genre d'informations. On n'a pas fait de sondage de mémoire, pas sur cette maison. Sur les vieilles granges, on en fait et généralement, on ne trouve pas de fondation. C'est-à-dire que les granges, elles sont posées à même le sol. Là, l'hypothèse, c'est une bonne question. Je retournerai voir le dossier du bureau d'études, mais il n'a pas été question de sonder les fondations de la maison. Ouais. Il a considéré qu'elle était contreventée et suffisamment rigide en fait pour accueillir cette surélévation. Okay. Je vous laisse continuer. Merci. Du coup, là, on voit aussi sur la photo de chantier l'installation du charpentier qui s'est construit un véritable plateau en hauteur pour pouvoir se faire livrer les matériaux et les mettre en œuvre au fur et à mesure. Le 12 mai, donc j'ai pas de photo au fur et à mesure, enfin, jour par jour, mais le 12 mai, donc à peine un mois plus tard, le charpentier avait déjà monté son ossature. Donc là, on est sur un mur ossature bois, la première méthode constructive dont tu as parlé, avec des panneaux préfabriqués qui s'est fait livrer et la charpente qu'il a assemblée sur place. Donc on voit qu'on a déjà le volume final de la surélévation assez vite. Donc c'est assez plaisant aussi de voir que ça se construit rapidement. Donc là, on voit sur la photo intérieure la rase qui est sous le mur ossature bois et on est sur le plancher des combles existants. Le 7 juin, on a la couverture, l'isolant. Donc on a ici des panneaux de laine de bois compact. Et le 17 juin, le charpentier qui démarre son bardage extérieur. Entre-temps, on a eu la pose des menuiseries qu'on voit depuis l'intérieur. Ici, on voit qu'elles sont en applique intérieure. Donc, cette surélévation, elle a été pensée comme un espace supplémentaire par les clients, mais elle n'est pas encore affectée. C'est-à-dire que c'est un peu leur atelier, garage, stockage. On s'est laissé de la marge pour un petit doublage supplémentaire quand ils vont cloisonner l'intérieur. Et donc le 28 juin, on a l'état final de la surélévation avec l'échafaudage qui est en train d'être démonté. Donc de début avril où le maçon a commencé ses arases au 28 juin, on a permis à la maison d'être hors d'eau, hors d'air tout le temps et la surélévation est déjà construite. Ici, des photos, pas de chantier, mais d'Aurélien Vivier, donc, qui nous a fait des belles photos finies. Je voulais revenir sur ce bardage. Donc, on a un bardage à Faux-Clairvoy en mélèze, horizontale. Et sur les pignons, j'ai voulu une mise en œuvre en biais pour faire un petit clin d'œil à l'ancien portillon
qui était à la place de ce portail blanc là, que les clients ont trouvé d'occasion en réemploi. Et qui était aussi en pose à chevrons comme ça. Je trouvais ça assez élégant. Et du coup c'est un clin d'œil pour ce projet en particulier. Donc et le charpentier, il a vachement bien bossé parce qu'on a aussi les lames qui se disent bonjour entre les pignons et les façades. Et on voit une photo de l'intérieur prise il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, on voit que c'est un lieu de stockage, d'atelier pour le moment. Cette photo, elle me permet de vous parler du gabarit. Donc en fait, la maison existante, elle était assez basse par rapport à toutes les maisons qui sont autour dans le quartier et dans la rue. Donc on n'a pas eu trop de difficultés à faire passer le dossier auprès de la mairie. On avait encore le droit d'aller un peu plus haut, je crois, mais c'était pas le sujet. Et du coup, voilà, elle s'insère assez bien dans son environnement et dans son quartier. Ici, côté jardin, donc un peu moins austère, avec plus d'ouverture. On voit cette grande ouverture XXL qu'on a fait dans la maison existante. Donc là, je pourrais reparler aussi de structure, puisque je voulais au départ faire un grand percement. Le bureau d'études n'a pas voulu qu'on ait une seule vitre en fait sur ce grand châssis. Donc derrière le caisson du brise-soleil, on a quand même une poutre béton qui vient reprendre et liaisonner les planchers. Sinon, c'était un peu trop léger. Donc on voit que le bardage, il est en biais sur le pignon, et puis en façade sud, il reprend l'horizontale. Sous les fenêtres, il passe à la verticale. On a aussi les volets qui ont été fabriqués par le menuisier et qui permettent de se protéger du soleil. Donc ils sont bloqués à 90 degrés et ils font un brise-soleil pendant l'été, puisque le soleil venant du sud-ouest, ça empêche la surchauffe des fenêtres. Quelques photos à l'intérieur. Donc de cette grande baie vitrée là qui apporte beaucoup de lumière et de soleil en hiver. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas du tout cet aspect-là dans la maison initiale, et c'était assez sombre et humide. Une photo d'ensemble. En termes de matériaux, donc on a utilisé pour la surélévation de l'épicéa pour les murs ossature bois, épicéa aussi pour la charpente, le bardage mélèze. L'épicéa, il vient du massif de Beldon et de Vercors. Par contre, le mélèze, il vient d'un peu plus loin. C'était en plus juste après le Covid, donc c'était compliqué d'avoir des matériaux. On trouve du mélèze au sud-ouest de la France, mais là, en l'occurrence, il vient plutôt des pays de l'Est. On a une isolation en laine de bois, et à l'intérieur de la maison existante, donc sur tout ce qui est rénovation thermique, on a opté pour une biofibre en ouate de chanvre lien coton, donc biofibre trio qui s'appelle. Un isolant mince en laine de bois aussi au sol qui intègre un plancher chauffant, des menuiseries intérieures bois, des menuiseries extérieures bois et un agencement bois. Donc au total, on a quand même 9,2 mètres cubes de bois utilisés dans la surélévation, plus 7 mètres cubes de panneaux de bouleau pour les agencements intérieurs. Une petite synthèse sur la rénovation du coup de cette maison qui a été délivrée par un bureau d'études. Donc la consommation en énergie primaire avant travaux, elle était de 475 kWh par mètre carré par an. Et on est passé à 94 après travaux. Ça, ce sont, si je ne me trompe pas, des simulations. Il n'y avait pas encore assez de factures d'électricité, gaz, etc. pour faire
les calculs réels. Mais on voit quand même qu'avec l'isolation de la maison, il y a des sacrés gains. Donc moi, contrairement à ton budget, on était plutôt pour la rénovation thermique, environ 2200 euros TTC par mètre carré. Et la surélévation, 3003. On est sur une surface, 70 mètres carrés, ça commence à être assez important. Mais c'est vrai qu'il y a des impondérables. Rien que pour l'installation de chantier, il y a eu des coûts assez importants. Des coûts de transport, de levage, de manutention, les coûts d'autorisation de voirie, etc., qui comptent aussi dans le budget global. Et enfin, du coup, la liste des artisans que je me permets de mettre ici. Surtout pour la surélévation, donc Cyril Mordanti, la maçonnerie, et Achille Favot, qui travaille chez Cabestan, qui est une société de portage d'artisans, qui a réalisé seul et avec des confrères cette réalisation. Voilà pour ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, on a une question sur est-ce qu'il y avait des études de sol, mais vous avez répondu, donc dans la suite, on est tout bon. Et c'était une question du coup par rapport aux études de sol et le fait qu'il n'y ait pas eu forcément de supplément de fondation. Est-ce que potentiellement vous avez eu des retours ou des informations concernant l'assurance en fait de la maison? Est-ce que je pense que cette personne aimerait savoir si en gros, au niveau de l'assurance, une surélévation comme ça, le fait qu'on n'ait pas augmenté des fondations ou fait des études de sol, il n'y ait pas de problème à l'avenir. Voilà. Alors, on a une étude structure, donc je pense que dès lors qu'un bureau d'études structure professionnel s'interroge sur la structure et les fondations de la surélévation, donc je ne parle pas des fondations de la maison, mais Oui. voilà, lui, il a fait ses calculs avec ce qu'il avait de connu. Et les assurances, je n'ai pas eu de retour malheureux, et tant mieux, sur des projets similaires. Mais du coup, les assurances considèrent que tout va bien s'il y a des bureaux d'études structure. Voilà. Et s'il y avait eu besoin d'études de sol, de toute façon, ça aurait été fait, je suppose, en conséquence par le bureau d'études et par vous. Oui. Ça aurait été demandé. Voilà. Après, c'est vrai que pour une extension, on va nous demander, donc à côté de la maison, à coller, on va nous demander plus facilement des études de sol, sauf si le budget est inférieur à 60 000 euros, je crois. D'accord. Il y Et a- sinon, oui, pardon, excusez-moi, allez-y. Non, non, vas-y. Et du coup, sinon, d'un point de vue plus professionnel, Oui. vous, en tant qu'architecte, est-ce que donc votre assurance professionnelle qui impose des études de sol ne vous a pas posé problème par rapport Non, à ça? sur la surélévation, elle ne m'a pas posé problème. En fait, elle demande à ce qu'il y ait des études structure et que chaque entreprise soit assurée avec une assurance décennale pour les travaux qu'elle effectue. Voilà. Super. Et moi aussi, je suis assurée, donc mon assurance. Oui, voilà. Et puis c'est une obligation en tant qu'architecte, donc Oui. ça rassure vous, ça vous protège vous et aussi le client potentiel. Et là, vos clients. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans l'assemblée. Je ne vois pas arriver. Merci beaucoup pour cette présentation, Cécile. Très beau projet et puis félicitations pour ce prix prix départemental de la construction bois voilà, 2024. Et je crois que du coup, c'est Aurélien va nous expliquer quelque chose par rapport au coup de cœur et ce prix régional. Et oui, et il s'agit bien là de prix régional de la construction Boora. Et en fait, le public a élu son coup de cœur. Et je dirais même plus ses coups de cœur, car cette année, année exceptionnelle, nous avons deux coups de cœur du public, étant donné que les votes étaient très serrés, tellement serrés à tel point que nous avons eu carrément deux coups de cœur. Donc, il s'agit
Alors, je vais vous présenter. Donc, il s'agit de l'école au fil du temps à Maringues et de l'extension du restaurant scolaire à Saint-Martin-Haut dans le Rhône. Donc, je vais vous faire une présentation de chaque projet. Donc, l'école au fil du temps à Maringues. Et donc, il s'agit d'une école maternelle et élémentaire qui a reçu donc, le prix régional de la construction dans la catégorie Apprendre et se divertir. Donc, livré en 2023 avec 539 mètres cubes de bois mis en œuvre, issus de forêts locales, euh, donc de bois local, avec une surface plancher totale de 2720 mètres carrés et un coût de un peu plus de 5 millions d'euros hors taxe. La certification du bois utilisée dans ce projet est BTMC, donc bois des territoires du Massif central. Alors, le projet s'articule autour d'un maître d'ouvrage qui n'est plus ni moins que la commune de Maringues, avec la maîtrise d'œuvre, donc architecte mandataire Xavier Géant, le bureau d'études structure, il s'agit de Silva Conseil, Thermique AES, Économie CS2N, et enfin les entreprises d'Hello Bois, il s'agit de Guillaume Construction Bois, Menuisier Genivrier et Menuiserie Ferrérol. Pour les fournisseurs de bois, ils nous viennent de la série Chorin dans le 42, de Timber Prod et de la série des Combrailles. Donc, le bois mis en œuvre est issu du bois local. Donc, on a des panneaux ossature et poteaux-poutres en Douglas qui viennent de la région Aura, des caissons de toiture et charpentes traditionnelles en sapin pectiné. Donc, c'est une ressource très importante car sous-utilisée dans la région. Euh, Utilisant du sapin pectiné, c'est une très bonne chose. Pour les revêtements extérieurs, on a des lames de bois en massif Douglas et hêtre. Utilisation de feuillus aussi très importante pour la région car là encore sous-utilisée et qui ont été traités par haute température. Et pour les menuiseries, il s'agit pour l'extérieur du pin sylvestre, alors que pour les menuiseries intérieures, il s'agit là encore de sapin pectiné lasuré. Donc c'est un projet qui utilise uniquement du bas local. Donc merci à eux. Pour le deuxième prix coup de cœur, donc l'extension d'un restaurant scolaire. Donc il s'agit d'un projet dans le Rhône à Saint-Martin-en-Haut qui a reçu lui le prix régional de la construction bois dans la catégorie réhabilité un équipement. Il s'agit là d'une extension d'une école qui a été réalisée en 2023 avec 62 mètres cubes de bois, beaucoup de feuillus cette fois-ci, une surface de plancher totale de 187 mètres carrés pour un budget d'un peu moins d'un million d'euros hors taxe. Là, il s'agit d'un restaurant. Donc, le maître d'ouvrage est la commune de Saint-Martin-en-Haut et la maîtrise d'œuvre est Roda Architecture. Le bureau d'études structure, il s'agit d'Arborescence, donc implanté à Lyon. Et pour tout ce qui est études thermiques, il s'agissait de Maté aussi, implanté dans le département. L'économiste Cyprium. Et pour les entreprises des Bois, il s'agit de la charpente couverture Vaganais et de Chardon-Serge. Pour le fournisseur de bois, il s'agit de la scierie Poncin. Donc là, on a donc beaucoup de feuillus. Donc, la structure pilotis est en chêne massif issu de forêt de Bourgogne. La charpente est en chêne massif également. Pour tout ce qui est lame de bois, il s'agit de châtaignier issu de la Drôme. Et donc, du coup, on a ici l'utilisation de montants et poteaux-poutres en épichat certifié Bois des Alpes. Pour tout ce qui est menuiserie intérieure, il s'agit de tressage bois en lame de châtaignier. Et pour les menuiseries extérieures, il s'agit de murs rideaux en pin sylvestre. C'est aussi très beau projet avec une ressource issue de bois local. Et il est l'heure maintenant de faire le tirage au sort de notre heureux gagnant. Donc, notre heureux gagnant gagnera un magnifique objet issu de l'atelier Usta. Je te laisse. Voilà, c'est un bout de canapé qui a reçu un prix du concours Bois France à Design. Donc c'est
un bout de canapé fabriqué à base de CLT récupéré sur des chantiers. Et du coup, chaque année, le prix régional de la construction bois est amené effectivement à un vote du coup de cœur et chaque personne qui a voté pour son coup de cœur participe à un tirage au sort voilà, pour féliciter sa participation et du coup remporter un cadeau. Donc là, attention, on va passer au tirage au sort et c'est parti. Une- La personne en direct sera Juliette Stéphan, donc qui sera contactée si elle n'est pas là ce soir pour recevoir ce, euh, ce beau prix et la remercier de sa participation. Voilà. Euh, je crois que c'est bon, Aurélien, pour ce soir. Eh bien, écoute, on a tenu le timing. Il est exactement 19h31 minutes. Voilà, on vous remercie On vous remercie tous pour d'avoir votre participé. Voilà pour votre participation. N'hésitez pas à, pourquoi pas, visiter encore des maisons qui sont proposées dans le cadre d'Habiter Bois, car ça finit dimanche, donc ce 20 octobre. Vous en avez, il y a eu plus de 22 visites dans la région depuis 10 jours. Et si vous êtes en déplacement dans le reste de la France, il y a aussi 7 autres régions qui participent. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à participer et bien sûr à aller voir voilà, des constructions et des logements faits en bois. En tout cas, merci beaucoup encore à vous et on vous souhaite une très bonne soirée. Très bonne soirée. Merci. Au revoir.